C'est un joyau du Second Empire. Le théâtre impérial du château de Fontainebleau a pu être restauré grâce à 10 millions d'euros venus d'Abu Dhabi. Résultat, depuis sa réouverture en 2019, il s'appelle Théâtre Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. La France ne devrait-elle pas davantage s'interroger sur cette diplomatie du carnet de chèques? Avec nous pour en parler, Alexandre Kazerouni, politologue, maître de conférence à l'ENS, l'École normale supérieure, auteur du livre Le miroir des cheikhs aux éditions PUF. Avec nous également Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alexandre Kazerouni, Fontainebleau, j'ai cité, mais aussi Musée du Louvre, Châtelet de Versailles, des coopérations jusque-là, on pourrait presque dire normales, entre États. Les Émirats pétroliers multiplient ce type d'échanges. Est-ce le signe, on peut dire, du goût de tel ou prince ou de telle princesse, ou plutôt le signe d'une dynamique politique plus profonde ? Le fait qu'on retrouve la dynamique à l'échelle de différents États et différentes familles régnantes me fait penser que c'est une dynamique sociale et politique, et pas seulement le goût d'un prince ou d'un autre. Et ça, tout commence au Qatar dans les années 90, et dans les années 2000, après 2004, la dynamique voit l'arrivée d'Abu Dhabi. Et pas des Émirats, c'est Abu Dhabi et non les Émirats arabes unis. Et depuis 2015, des dynamiques similaires qui se développent depuis l'Arabie saoudite. Donc on voit bien que ça dépasse la personnalité de tel ou tel cheikh. On a le sentiment que c'est davantage en France qu'ailleurs ce genre de coopération. Est-ce le cas ou pas ? Il y a 3 États qui ont été ciblés par ces coopérations, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Mais peut-être que la France a été des 3 États le plus perméable. Pour un tas de raisons, à commencer par les besoins de fonds étrangers pour financer le domaine culturel en France. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup d'institutions culturelles sont en réalité privées. C'est le cas du Guggenheim, c'est le cas du Metropolitan, et ils sont bien dotés. Tout comme les universités américaines. En France, il y a ce besoin de fonds. Et la raison pour laquelle aussi la France a beaucoup intéressé le Qatar, c'est parce que l'Arabie saoudite y avait très peu de réseaux. Or, beaucoup de ces projets relèvent d'une géopolitique interne à la péninsule arabique. Et qu'est-ce qu'achètent au passage ces pays du Golfe ? Des réseaux d'amis. Ils développent des réseaux de clients en France. C'est-à-dire de personnes qui vont être intéressées à la défense des intérêts non seulement de ces États, mais des factions au pouvoir dans ces entités politiques. Ouais. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du carnet de chèques, ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Moi, je préfère parler de clientélisme international. Assumé. En fait, voilà, ils ont élargi le mode de fonctionnement politique interne de ces États pétroliers, c'est-à-dire on obtient de l'obéissance en échange de la distribution d'une partie des revenus pétroliers. Ce système fonctionnait très bien en interne. Et depuis les années 90, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils ont essayé, ils n'ont pas essayé, ils ont élargi à l'international cette dynamique-là. C'est-à-dire que le cercle des sujets des princes, c'est-à-dire des bénéficiaires de la redistribution des revenus pétroliers, s'est élargi en dehors de leurs frontières, et en particulier en direction de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ouais. On va voir avec vous quelles conséquences pour la France et pourquoi elle ne se méfie pas davantage de ce genre de coopération. Mais d'abord, peut-être Slimane, restons d'abord factuels. Est-ce que ça favorise les avancées culturelles dans les pays concernés ? Est-ce qu'il y a une dimension éminemment culturelle ? Oui, comme le disait Alexandre, ce n'est pas la volonté première, mais néanmoins, ça provoque de véritables avancées culturelles. Par exemple, l'Arabie saoudite, qui doctrinalement parlant, considère que tout ce qui est pré-islamique dans l'histoire des Arabes et de l'Arabie est une période d'obscurité sauvage. Eh bien, dans le musée central de Riyad, il y a une véritable mise en valeur de tout l'héritage pré-islamique des Arabes et de l'Arabe. Il y a par exemple la stèle où apparaît pour la première fois le mot arabe. C'est une stèle assyrienne de 853 avant Jésus-Christ qui est reproduite sur place. Donc ça aide au moins à étendre le champ de la civilisation qui va au-delà de l'islam. J'ai juste une question pour revenir sur le théâtre, ce joyau du Second Empire, au théâtre du château de Fontainebleau. Pourquoi est-ce que d'abord la France, on imagine que vous vous êtes posé la question, pourquoi elle ne le rénove pas elle-même ? Elle n'a pas l'argent ? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Ouais, en tout cas, c'est Abu Dhabi qui a mis les fonds, il a rouvert en 2019. Alors, c'est pas Abu Dhabi, c'est-à-dire la bonne question, à mon avis, à se poser, c'est qui, justement ? Alors ? Souvent, dans ces projets, on s'imagine que c'est l'État des Émirats arabes unis ou c'est même Abu Dhabi. En fait... En tout cas, il porte le nom du chef de l'État. Voilà. Donc. Or, il y a de fortes rivalités en interne et une bonne partie de ces projets ont émergé à des moments où il y avait beaucoup de compétition en interne pour le pouvoir.
La question que je me pose, moi, pour l'opéra de Fontainebleau, c'est, puisque le projet date de 2007, au moment où le Louvre Abu Dhabi est signé, le contrat pour créer le Louvre Abu Dhabi est signé. Le Louvre Abu Dhabi est lié à la faction du prince héritier actuel, Mohammed bin Zayed, qui était à l'époque en rivalité avec son demi-frère aîné, qui est l'émir toujours vivant et en place d'Abu Dhabi, donc Cheikh Khalifa, dont le nom est aujourd'hui associé à l'opéra de Fontainebleau. Est-ce que ce projet de Fontainebleau s'inscrit dans une rivalité à l'époque encore vive entre Mohammed bin Zayed et son demi-frère aîné? Mais il y a des voix qui s'élèvent. Dans la plupart de ces projets, il y a un problème, peut-être pas de rivalité à chaque fois, mais d'émulation. Par exemple, la restauration du département islamique du Louvre a été financée, sauf erreur, par le prince Al-Walid, le prince saoudien Al-Walid, qui a donné, je crois, 10 millions d'euros. Donc, il y a, mais ça, je crois que ça remonte à une très vieille tradition dans l'Orient ancien. À l'époque romaine, il y avait ce qu'on appelait les évergètes. Ce sont des gens très riches qui ont envie de laisser une trace dans l'histoire, qui construisent un aqueduc, une fontaine, un temple. Et dans la période islamique, il y avait aussi des évergètes, c'est-à-dire des gens très très riches, notamment des commerçants, qui construisaient des ponts, des médersas, et pour la postérité. Il y a un peu de cela, puisqu'une bonne partie de ces restaurations sont faites par des personnalités. Mais évidemment, il y a l'État derrière eux. Bien sûr, mais il y a des personnalités, sauf qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer un dévoiement de symboles de la souveraineté française. Est-ce que du point de vue des pays du Golfe, on est conscient de cela et qu'on peut atteindre très vite la limite aussi? Ou est-ce que le robinet coule à flot et on se désintéresse? C'est quand même plutôt maladroit, par les temps qui courent, de rebaptiser un tel joyau du Second Empire par le nom d'un prince d'un État étranger. Alors, est-ce qu'eux sont sensibles au sens qu'ont ces lieux en France? Je ne le pense pas. Et c'est en France qu'on doit s'interroger peut-être sur ce que représente le Louvre, ou alors ces châteaux, Fontainebleau et Versailles, pour alors justement, est-ce que c'est l'équilibre. donnant-donnant? Est-ce que c'est donnant-donnant? Le donnant-donnant, c'est obtenir de l'argent côté français, c'est-à-dire l'État français obtient de l'argent en échange d'une prestation de service. Et il peut obtenir plus vis-à-vis de ces pays-là, on le sait. Il peut obtenir aussi une voie diplomatique plus importante au Moyen-Orient. Or, la voix de la France, dit-on souvent, elle se perd dans les pays arabes. En tout cas, la France n'a pas été impliquée dans les grandes décisions stratégiques d'Abu Dhabi depuis les années 2000. C'est-à-dire le départ en guerre au Yémen, ou même la promotion de l'aide apportée à la promotion de Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite. Est-ce que la France a été impliquée dans ces dynamiques-là? Je ne le pense pas. Et pourtant, la France a construit une base militaire à Abu Dhabi. Et sur le bilan comptable, parce qu'il s'agit quand même d'abord de ça côté français, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte? Ce qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte, c'est que ce à quoi s'attendent ces États de la péninsule arabique, c'est une implication des forces armées françaises, si jamais leur survie est menacée. Et ces projets culturels, que ce soit la Sorbonne, que ce soit le Louvre Abu Dhabi, visent à créer en France des réseaux d'intéressement à la survie de ces entités politiques, de ces régimes. Or, s'ils sont menacés, le coût pour la France, c'est la participation de tout le système défensif français. Quand on s'interroge sur le bilan économique, il faut aussi prendre en compte le financement des forces de défense françaises. Mais c'est vrai que vous dites que c'est gagnant-gagnant. Par exemple, si on prend précisément l'accord avec la collection Al-Thani, dont on a beaucoup parlé, y compris sur TV5 Monde, collection privée qui émane directement de l'État du Qatar, vous dites gagnant-gagnant parce que ça permet de meubler un grand service, un grand espace vide, coûteux avec des œuvres de qualité. C'est d'ailleurs au musée il est dans l'ancien bâtiment de la gendarmerie, l'hôtel de la Marine. L'hôtel de la Marine, ça me revient, pardon. L'hôtel de la Marine. Slimane, la France est-elle peu regardante sur la situation des droits humains dans ces pays, Émirats arabes unis, Qatar? Alexandre Casironi vient de citer notamment la guerre au Yémen. On sait que la France vend des armes dont certaines clairement sont utilisées contre des civils. Qu'obtient la France dans cette affaire de coopération culturelle? Alors, le discours français, c'est que la France se préoccupe des droits humains, mais elle estime, c'est le discours officiel, qui est répété par plusieurs chefs d'État successifs, mais que le choix de sommer un chef d'État étranger ou de morigéner un État étranger en lui demandant d'arrêter de réprimer ses citoyens est totalement contre-productif, parce qu'il pense que ça cabre cet État, ça le touche dans sa fierté et ça va renforcer le camp
dur, celui de la répression dans ce régime. Donc le discours français dit que à chaque fois qu'un chef d'État voyage dans un pays où il y a des violations des droits de l'homme, entre la poire et le fromage au cours du dîner ou du déjeuner, on lui glisse des noms, on lui demande de libérer tel ou tel individu. Ouais. Qu'est-ce qui... pas de gain diplomatique majeur, hein, si on vous a bien compris, c'est comme ce qu'on peut dire ce soir, pas de gain diplomatique majeur de la France dans cette région du monde. Je ne ferai pas un bilan de ce type, mais je voudrais rebondir sur ce que dit d'important, je pense, Imane Zeguidour, c'est que... la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pas nouveau que la France traite des relations avec des régimes autoritaires, ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est que entrent en jeu des symboles de la souveraineté populaire en France. Là justement, parce qu'on peut racheter le Paris Saint-Germain et gagner des Voilà. titres, en général, ça plaît à tout le monde, parce que forcément, c'est la grandeur de la capitale ou autre, c'est le sport. Mais est-ce qu'on peut se comporter de la même manière avec le Louvre, et avec le Louvre et avec la place de la Concorde. C'est-à-dire, c'est là, il me semble qu'il y a un vrai débat à développer en France. C'est est-ce qu'on ne doit pas considérer qu'il y a des entités publiques qui ne peuvent pas... Et au Royaume-Uni et aux États-Unis. Qui sont inaliénables. Et comment ça s'est passé au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y a eu ce débat ou est-ce qu'au contraire, c'est la fuite en avant là-bas? Non, il n'y a pas eu de débat, à ma connaissance, sur... c'est-à-dire distinguer entre des éléments importants pour l'économie politique interne et qui ne peuvent pas en fait participer de relations internationales, parce que la place de la Concorde, c'est quand même l'ancienne place de la Révolution. Et aujourd'hui, une partie de la rénovation donc de l'hôtel de la Marine est financée par une monarchie. Et Slimane, justement, est-ce que le fait que ce soit des pays musulmans et non des moindres, ça joue dans la balance? On connaît les crispations en France à ce sujet. Ma question est claire, en l'occurrence, est-ce que si le théâtre ne s'appelait pas du nom de ce prince, mais je sais pas, George Washington, est-ce qu'il y aurait moins de débats à votre avis? Difficile à dire. Peut-être, mais cela dit, ces monarchies du Golfe ou ces richissimes citoyens du Golfe qui investissent dans l'art n'ont pas toujours ce qu'ils veulent. Par exemple, l'église orthodoxe qui a été construite récemment et qui devait être inaugurée par Poutine, près du musée des Arts Premiers, il y a eu une concurrence entre les pays du Golfe pour en faire une mosquée. Et Nicolas Sarkozy a penché du côté des Russes. Je voudrais revenir sur un petit détail historique sur comment l'émulation entre individus pour laisser une trace dans l'histoire. Vous connaissez la mosquée, le Dôme du Rocher à Jérusalem. Sous le dôme doré, il y a de merveilleuses mosaïques de style byzantin à l'intérieur. Eh bien, il y a un calife omeyyade, il y avait le nom du calife qui avait financé la construction et de ces mosaïques. Et le calife qui lui a succédé a effacé son nom pour mettre le sien. Pour rappeler ce culte le souci de laisser une trace. Un dernier mot pour conclure, il nous reste une petite minute. Comment voyez-vous l'avenir entre les pays du Golfe et la France sur cette question précise? L'avenir, moi je trouve que de leur point de vue, le monde vu, ces dynamiques leur ont été quand même très profitables. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est le soutien apporté à la France au Qatar, lorsque le Qatar a été menacé par l'Arabie Saoudite et les Émirats. La France a déclaré durant l'été 2017 qu'elle aurait une position neutre entre le petit État du Qatar et le grand royaume d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est quand même dû à la démultiplication de ces projets qui ont intéressé des membres de l'élite sociale française à la survie de ce pays. Tout un tas de choses, par exemple, l'Ukraine aurait dû peut-être développer, vous voyez. Ouais, faites l'allusion au conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est une toute autre affaire. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Cazerouni, d'être venu sur notre plateau. Merci, Slimane, pour votre anecdote et de dernière minute.